C'est vraiment magnifique. Bonjour. Cette semaine, je vous emmène sur la Côte Bleue, qui porte bien son nom. Marseille, la trépidante cité phocéenne, et ses alentours seront vraiment mis à l'honneur dans mon voyage dans les Bouches-du-Rhône. Alors, je vous propose de découvrir différentes facettes de cette magnifique région au travers de ses festivités, de ses particularités, mais aussi de ses personnalités. Vous verrez que ceux qui vont m'accompagner ne manquent pas de tempérament. Voilà, cure de soleil, d'azur et de bonne humeur. Soyez les bienvenus dans mes échappées belles. C'est un grand plongeon en Méditerranée que Jérôme va faire aujourd'hui. Super. C'est parfait, Jérôme. Enfin, pas sûr qu'il prenne tous les risques. Ça fait quoi, 9 mètres? Ça fait 3 étages d'immeuble? Sous le soleil de Marseille, Jérôme se lance à la poursuite du bonheur à la provençale. Là, on est au cœur de la Provence, il n'y a pas de poubelle. Le ciel bleu, les cigales. C'est une religion. Voilà. C'est quand tu nais et qu'on t'apprend à jouer au boule, tu joues au boule toute ta vie. Voilà. Avant de les imiter, il doit d'abord les observer. On part, on donne la super impulsion. La vie en bleu, du ciel à la mer, c'est le grand saut. C'est la première fois que je vais le faire. T'es un fou! Alors écoute, moi je te marque 13h30, si tu as un souci, tu me rappelles, d'accord? Oui, combien vous êtes à tout, Josine? 6 personnes et 6 bouillabaisse, c'est ça? Allez, avec plaisir, t'inquiète. Hein, je m'en occupe. Messieurs, bonjour. Salut Jérôme. Enchanté. Ah, Didier. Tu vas bien Jérôme? Super bien. Ouais. Très heureux d'être au Good à Marseille. Je t'accueille, grand-mare des Goudes. Bonjour. Hop. Bon, Et alors, voici. les Good, on est à Marseille. On est à Marseille, on est au est- 8e arrondissement de Marseille, l'extrême sud de Marseille. Pour moi, le plus bel endroit de Marseille. Ouais. Le plus bel endroit, ouais. Ouais. Mais- Je sens une objectivité absolument dingue chez Ah, toi. objectivité totale, il n'y a pas un brin de chauvinisme, pas du tout. Pas Ouais. du tout. Ça fait combien de temps que tu vis ici, toi? Moi j'ai 46 ans, donc Ouais. je vais avoir 46 ans en septembre, ça fait 46 ans que je vis ici. Ah ouais. Mon père est né ici, mon grand-père est né ici, mon arrière-grand-père est né ici. Ça fait combien de temps que tu tiens l'affaire? Donc là, il y a le bar et en face, c'est le Il y a restaurant. le bar et le restaurant, donc ça fait, ben voilà, on est dans la 16e année. Faire attention hein, avec les plateaux. Ah ouais, ouais. Hein? Ah ouais. Ça c'est le danger, mais ils le savent quand même, ils sont habitués. Ah, une jolie salle, là. Oh, la vue. Wow. Ça c'est immuable, ça fait 46 ans que je vois ça. Et bien sûr, pas blasé du tout même. Émerveillé tous les jours c'est différent. Ça, c'était il y a combien de temps, là, cette Alors la photo? polémique, parce qu'on en discute tous les matins au bar, c'est entre 51 et 53. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore les digues, il y avait juste cette première digue qui était ici. Tu vois, si cette photo a un peu plus de 60 ans, Ouais. franchement, moi je trouve que le village, il est. Il n'a pas trop changé. Ah oui, il est vraiment resté. Bon, Ce après, côté on est village. patrimoine de l'UNESCO, maintenant on est Ah ouais, vous êtes zone classé. d'adhésion du parc national. Des calanques, on est d'accord. quand même bien protégé avec les bâtiments de France. Pour moi, c'est le côté esthétique des Goudes qui me plaît le plus. Il est beau aujourd'hui, mais cette esthétique-là, pour moi, c'est le plus beau. Ouais. Dans le cœur du village. Ah, là, ça s'appelle la rue du Louvre. C'était les cabanons des pêcheurs, ou de leur famille, bien sûr. Ouais. Et la plupart du temps, les remises à filet étaient dans leur maison. Ok. Ils vivaient comme les bergers avec leurs moutons. Ils stockaient Et ici, tout, les hein. pêcheurs, ils vivaient avec leurs filets. Oui, exactement. stockaient tout C'est ici, ça, ouais. ouais. Et après, mais par contre, tu as toujours une vie de cabanon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Où les gens, ben voilà, en fait, la rue, c'est la terrasse commune à tous les cabanons. D'accord, oui, c'est ça, c'est l'extension de la C'est maison. l'extension. On et fait sécher tout le son monde. linge. Alors ça, c'est petits cabanons, Face, voilà. Ça, c'est vraiment le cabanon des Goudes, où maintenant, tu vois, il y a des maisons, ils ont été Ouais. rénovées, restaurées, mais c'est des rues très enclavées, comme ça. Et là, on va se diriger vers le port. Ça marche. Il y a Robin Desbois qui est passé, il a oublié son matériel. Hein. Ouais.
Tu vois, c'est le terrain de jeu de mon enfance ici. Oui. Tu as été beaucoup sur les bateaux? Beaucoup sur les bateaux, beaucoup sur le quai. Ça a été mes premiers flirts. Le point de ralliement était le quai de pêcheurs. C'était le soir, on se mettait là à refaire le monde et à préparer notre futur. Il y a vraiment de l'affectif. Alors là, Jérôme, regarde, je te présente Gilles, pêcheur, ami, voisin, la totale. Salut Gilles. Mais voilà, mec, tu tombes bien, il reste plus que toi. Je t'ai gardé deux beaux chapeaux et Bon, comme ça? à Marseille, faut pas exagérer. C'est ça, oui. Deux gros chapeaux. Donc, j'ai hâte de les voir parce que C'est la légende. on va voir s'ils sont à la hauteur. Ah, comment il t'a dit comme ça? Ouais, mais deux gros chapeaux. Comme ça, il va être comme ça. On va voir. Je m'en mets pas trop. Non, C'est la caisse qui est comme ça. Putain, plus ça m'arrache. Merci. Le roi, il est parti. Ah, tu vois, ça, c'est la magnifique soupe de poisson, ça. Tout ce poisson fait que la soupe de poisson est bonne. La soupe de poisson sera bonne si on a une multitude de poissons différents et exclusivement de roche. Essentiellement ça. On appelle ça la chodi, la petite rascasse de roche, qui donne un goût fantastique à la soupe de poisson. C'est les chapons, ça. Ouais, c'est les chapeaux. Deux chapeaux, il y a le loup. Chapon, ça c'est essentiellement pour la bouillabaisse. Gilles, Moi, je merci vais en tout cas. rentrer. Merci beaucoup. On se voit au bar. Je passe me boire un Allez, petit viens coup boire avec toi. Et voilà. Et nous, on est Voilà, mal à je finis ça. Vas-y, déjà. Jérôme. Et bonne journée. Vas-y. Salut. À tout à l'heure, Gilles. Mais bonne continuation. Merci, à tout à l'heure. Tout à l'heure. On vient d'aller à Gilles. Bonjour. Ça, c'est pour toi, Parfait. pour la soupe. Super. Et ça, c'est pour moi, je le garde. Super. Impeccable. Hop là. Là. Et là. Bon, je te laisse ça pour la soupe? Ouais. Allez, viens, je te montre autre chose. Quand on habite les Goudes, on se sent vraiment marseillais. Voilà, on se sent goudois. On est marseillais dans la tête, mais on est goudois dans le cœur. C'est déjà joli, là. Ouais. Et pour moi, c'est là où on a la plus belle vue des Goudes. Ouais. Parce Ici. que tu as la vue des Goudes, Et de l'autre côté? de la mer, Ah ouais. des îles. Ah ouais, la vue est panoramique là. Waouh. On prend plein les mirettes, hein. Ah, c'est chouette. Et là, Marseille au fond, là-bas. C'est la bonne mer qu'on voit au fond? Là, c'est la bonne mer. Ah ouais, ouais, ouais. d'accord. Je me pose, hein, je profite du paysage. Écoute, je vais me poser avec toi parce que même moi, Tu prends pas le temps de faire ça des souvent? centaines de fois, je suis monté là. Ouais. Et malgré ça, je suis tout le temps émerveillé. Et, Tu prends toujours le temps de le faire? tout le temps. Et je prends toujours autant de plaisir, surtout. Ouais. Toujours autant de plaisir parce que je suis chez moi ici. Ici, je suis vraiment chez moi, tu vois. Il y a de la nostalgie dans mes paroles. Ouais. Parce que c'est là où il y avait mon père, c'est là où il y avait ma famille, c'est là où il y avait mes amis. J'ai perdu pas mal d'amis. Mais voilà, c'est mon terrain de jeu, c'est le terrain de jeu d'une vie. À quelques centaines de mètres seulement des côtes marseillaises, les profondeurs de la Méditerranée offrent un spectacle fabuleux, fait de fosses sous-marines, d'épaves et de hauts fonds peuplés d'une faune et d'une flore multicolores. Tous les ans, des milliers de plongeurs amateurs viennent découvrir les trésors de la Grande Bleue. Nous allons suivre une poignée de passionnés qui a décidé d'aller sentir battre le cœur de la Méditerranée, loin des sentiers touristiques. Nous voici sur les quais du port de la Pointe-Rouge à Marseille. Ce matin-là, devant une poignée de plongeurs stagiaires, c'est un drôle de cours que donne Morgan Bourkis, le recordman du monde de descente en apnée. Essayez de le faire du coup et de choisir de faire par exemple un petit rythme, clac, clac, clac. clac Avec clac, Morgan, les stagiaires venus de toute la France viennent se perfectionner. Contrôler l'air qui circule dans leur corps pour améliorer leur plongée en apnée. Si on veut commencer à descendre un petit peu plus profond et bien faire les choses, c'est intéressant de comprendre un peu tous les mécanismes de manière à mieux les faire et pouvoir vraiment accéder aux profondeurs que l'on souhaite. Après les paroles du grand sage, place aux exercices pratiques. Bienvenue à bord. Et c'est parti. Direction le parc des Calanques à une demi-heure de Marseille. Un terrain de jeu idéal pour tous les apnéistes.
L'avantage d'y aller en apnée, c'est la simplicité de l'accès tout simplement à la mer, sans un matériel trop encombrant, en étant vraiment voilà, le plus naturel et le plus libre possible sous l'eau, effectivement. Mais ça demande une condition, parce que ça se mérite. Ça, ce sont effectivement les cordes que j'installe, qui vont être reliées à un poids assez lourd, de manière à être bien tendu, bien vertical. On ne plonge pas dans le bleu comme ça, n'importe où, n'importe comment. Ils vont devoir suivre cette ligne qui est un peu leur ligne de vie. Morgan défie les lois de l'apnée depuis 18 ans. Champion du monde en 2013, il a récemment atteint les 110 mètres de profondeur sans palme, lesté seulement par une ceinture de plomb. Pour lui, la Méditerranée est un paradis qui permet de repousser toutes les limites de l'apnée. Elle offre aussi des nuances de couleurs uniques. Moi j'ai eu la chance de pas mal voyager avec les compétitions, d'aller un peu aux quatre coins de la planète pour plonger, et le bleu en Méditerranée est assez et n'est pas le même qu'ailleurs. Il est assez, il peut être plus profond, et il a pas forcément, quand les conditions sont très bonnes, il n'a pas forcément beaucoup de choses à envier aux mers tropicales. Alors que Morgan se concentre sur son tête-à-tête avec la Méditerranée, d'autres passionnés sillonnent la mer à la recherche de trésors. Serge, Gérard et Pierre sont plongeurs et archéologues. Depuis des années, ils traquent les épaves et répertorient au large de Marseille les vestiges historiques qui reposent au fond des eaux. C'est le phare de Planier. Alors c'est un site qui est vraiment super pour les plongées, parce que à l'époque antique, c'était quelque chose qui n'était pas balisé. Donc on va trouver des concentrations d'épaves tout autour de l'île, des épaves antiques. Donc l'archéologie sous-marine, en fait, est née de ce côté-là. C'est au pied de cette île qu'est née l'archéologie sous-marine en France. C'est les épaves qui ont été fouillées, en fait. Je pense que chaque prospecteur garde en lui une âme de bébé et de chercheur de trésors. Je pense qu'on est resté en fait de grands enfants. Et moi je trouve que c'est hyper cool d'avoir gardé cette âme d'enfant, parce qu'en fait c'est ce qui fait que tu vieillis pas quelque part. C'est hyper agréable. Par 45 mètres de fond, Serge et Pierre s'offrent une petite escapade le long de ce Messerschmitt 109, un avion allemand abattu par les Américains en 1944. L'histoire raconte que le pilote parvint à s'extraire du cockpit avant que son avion ne coule en quelques secondes. Livrée aux caprices du temps, l'épave sert désormais de refuge pour la faune et pour la flore sous-marine. De l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale, les vestiges de 2000 ans d'histoire tapissent les fonds de la rade de Marseille. Je pense que même avec 10 vies, en plongeant matin et soir, on n'arriverait jamais à trouver tout ce qu'il y a dans la rade. C'est d'une richesse insoupçonnée. C'est proprement incroyable. Pour l'arpente en bouteille ou en apnée, la Grande Bleue peut offrir aux plongeurs les plus curieux une infinité de trésors inattendus, aussi bien en haut fond qu'à des profondeurs accessibles. Tu vas bien, Jérôme, tu vas bien? Super bien. Jérôme, tu as un beau voilier là, un beau monocoque. Merci. Ça fait partie de ce qu'on appelle de ta flotte. Ma grande flotte de 9 bateaux. Voilà, bienvenue dans le Pogo. Donc on a tout à l'intérieur, des cabines avant, arrière, des toilettes. Et puis une petite cuisine ici, sympa, petit frigo, de quoi faire du café. Ouais, donc on s'amuse et en même temps on a le confort. Ouais, j'aime bien, j'adore la voile. Tu montes à bord avec le boot. Et quand je te dirai de reprendre ici, de laisser filer. Voilà, moteur allumé. Vas-y, laisse tout filer. Voilà, impeccable. Et c'est parti. Ah, je suis content de pouvoir hisser les voiles.
C'est toujours la roulette hein, quand on part en mer avec un voilier, de se dire est-ce qu'il y aura suffisamment de vent pour hisser la voile. Puis on a des vents qui varient assez rapidement ici. Ouais. Mais là, on a de la chance aujourd'hui, c'est le régime principal, c'est du Mistral. Donc en fait, il faut que tu passes de l'autre côté du mât. Tu as un bout bleu, celui-ci, ce bout-là. Oui. Il sort du mât. Tu vas tirer dessus, ça va faire monter la voile. Voilà, et moi je vais récupérer ici au fur et à mesure. Et quand tu es prêt, tu me dis. Je suis OK, moi. T'es prêt? Allez, on y va. Super. Impeccable. Génial. On peut couper le moteur. Yes. Voilà. Et là, on profite. Et là, on a juste le petit clapotis. Alors, ça te plaît? Ah, moi, j'adore ça. Moi, je partirais en bateau si je pouvais. Je pense qu'un jour, je vais m'acheter un bateau. Jérôme, je te propose de prendre la barre. Ah, avec plaisir. Tu t'installes à ma place. Voilà. Et tu essayes de viser le phare là-bas. C'est le phare du Planier. Donc ce qui est intéressant, je trouve, dans le concept de ta société, c'est que tu permets aux gens de prendre un bateau à la journée, un peu comme si on prenait un Vélib ou une Autolib, quoi. C'est une alternative à la propriété, en fait. Hein. Comme j'ai pas de vélo, j'utilise les Vélib, qui sont des systèmes de partage de flotte. Sur les bateaux moteurs, ça commence un petit peu à venir, mais sur la voile, ça n'existait pas parce que c'est assez complexe. Là, c'est exactement ça. J'ai pas de bateau, et du coup, je souscris un abonnement. Je réserve mon voilier en cliquant sur la plateforme de réservation. Et quand j'arrive sur le ponton, je file, rien à faire. Voilà. Combien ça coûte 24 heures un bateau comme ça? Un bateau comme ça coûte 360 €. On va dormir dans les calanques, on se fait le petit-déj au lever du soleil, on revient au Vieux-Port, ça nous a coûté 360 €. D'accord. Ah ouais, donc c'est relativement abordable, quoi. C'est top. On vire de bord? Allez. Allez, on y va. Enfin, le bateau, hein. Tu peux... Ouais. Tire encore sur ta barre, tire encore. Allez, voilà. Voilà, très bien. Jérôme, on arrive au Frioul, l'archipel des îles du Frioul. C'est 4 îles, le Frioul, c'est ça? Il y a 4 îles en total? C'est 4 îles, exactement. Il y a le château d'If, là-bas, il y a Pomègue, Ratonneau, et puis le Tiboulin, qui est une petite île de l'autre côté. Voilà. C'est vraiment très très beau là. Hein. La lumière qui vient vraiment taper la roche claire, c'est très très joli ici. C'est la calanque des Cambrettes. Des calanques comme celle-ci, il y en a pas mal tout autour des îles de l'archipel du Frioul. D'accord. Voilà, ça c'est un arrondissement de Marseille. Bienvenue à Marseille. C'est vrai que j'avais entendu dire ça aussi. Ouais. On peut passer des moments de baignade très agréables. Ouais, c'est très très beau. Hein. Bon Grégoire, merci du cadeau. C'est une première pour moi, entrer dans le Vieux-Port à la barre d'un voilier. Ah bah en tout cas, la classe. Tu fais ça bien. Beau cadeau, merci. Ce qui est assez unique à Marseille, c'est que quand tu arrives au Vieux-Port, tu as vraiment tous les symboles de la ville qui sont à vue, là, dont le Mucem, tu disais le Fort Saint-Jean, c'est ça? Exactement, le Fort Saint-Jean qui est juste là, qui marque l'entrée du port. Là, c'est la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde. La Bonne Mère en haut de la colline. Ouais. Sous les yeux de Notre-Dame de la Garde, le Vieux-Port s'éveille à 8 h chaque matin, animé par l'incontournable bal des pêcheurs et des poissonnières qui vendent au grand public les prises du jour. Allez, le lot de rouget, là, 9 €. Derrière cette carte postale bigarrée et théâtrale qui rythme la vie du Vieux-Port, se cachent des passionnés, des amoureux du lieu qui l'habitent, l'admirent et le redécouvrent sans cesse. Yannick Long est skipper et féru d'histoire. Il est né et a grandi ici. Pour lui, le Vieux-Port, c'est son petit coin de paradis.
À l'entrée du port, j'ai l'impression de rentrer dans un monde féerique. J'ouvre la porte, je rentre dans Disney. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours quelque chose de... Et c'est tellement majestueux que ce qui est de beau, c'est simplement de regarder. Généralement, en fin de matinée, lorsque le Vieux-Port s'anime, il aime faire découvrir la grande histoire de ce lieu à ses amis. Ce cœur de la ville, un bassin rectangulaire de 24 hectares qui a vu défiler 2600 ans d'histoire maritime et commerciale. Marseille a toujours été un très grand port économique qui fluctue dans le temps et Marseille est toujours un grand port économique. Mes respects, jeune homme. Alors voilà en fait typiquement le genre de bateau qui servait à l'époque à transporter des marchandises, du fret pour aller sur les îles du Frioul, pour aller sur les Catalines, etc. Voilà, ça c'est typiquement en fait un bateau qui navigue très bien, quoi. Yannick est incollable sur l'histoire du Vieux-Port. À l'image de la ville, ce port est unique en Méditerranée car il a su ouvrir ses bras au monde entier. Le Vieux-Port, en fait, il symbolise l'ouverture, il symbolise l'arrivée de plusieurs peuples. Il y a eu les Pieds Noirs, il y a eu l'Indochine, il y a eu 14-18, tous les bateaux partis ici pour les soldats, tous les rapatriés, tous les gens qui migraient, qui fuyaient, etc. Et ça a toujours été une ville finalement d'accueil. On la retrouve encore maintenant. Marseille est une ville qui symbolise à mon avis, je dirais l'union de plusieurs peuples. Ce n'est pas un peuple. Le Vieux-Port attire et fascine. Il aimante ceux qui cherchent une vie douce et meilleure. En quête de soleil toute l'année, Anne Floquet-Perceval a quitté sa Champagne natale il y a quelques années. Elle s'est offert cet appartement au 3e étage d'un immeuble qui domine le Vieux-Port. Le ferry boat, c'est le bonheur de mes petits-enfants. Oui. Ah, ça, alors là, vraiment. Hein. Ah, Christian, qu'est-ce que vous voulez? Un croquant, une navette? Entre deux cafés avec ses amis, souvent en début d'après-midi, Anne aime profiter d'une vue imprenable sur le Vieux-Port, ce théâtre à ciel ouvert. C'est une fenêtre sur... C'est un spectacle permanent. Hein. Chaque seconde est différente. Parce que ça vit, bien sûr. Alors vous avez à la fois l'eau et la lumière. Vous avez tous ces bateaux et souvent des passages de très beaux voiliers ou de grands yachts. Bon, donc ça vibre et ça vit constamment. Pour moi, Marseille, elle est féminine. Elle a la force et aussi la légèreté et aussi la subtilité et la féminité. Vraiment, je la ressens comme ça. Elle est passionnante. Avec son Vieux-Port, la ville est tellement passionnante que John Pandrey aime parcourir ses quais l'après-midi. Mais c'est une ligne absolument parfaite. Franco-britannique, John Pandrey s'émerveille comme un gamin sur les quais du Vieux-Port depuis plus de 40 ans. C'est beau. Alors que le commun des mortels passe devant les bateaux du Vieux-Port avec indifférence, John, lui, est incollable sur les navires et sur les barques amarrées ici. Ça, c'est une barquette marseillaise. C'est d'origine italienne. C'est les Italiens qui sont venus à Marseille, qui créent ce style de bateau. 3200 bateaux de plaisance sont amarrés dans le Vieux-Port. Et autant de raisons pour John de s'arrêter et de les observer. Vous avez entre les grands yachts de luxe jusqu'à la toute petite barquette. Vous avez des voiliers de course de grand prestige, aussi des voiliers de tous les jours. Il y a tout un mélange. Quand je vois un bateau à quai comme ça ne m'intéresse pas tellement. Mais quand c'est en mer, alors là, c'est autre chose. John Pandrey n'est pas un amateur de bateaux comme les autres. Il fait partie d'une des confréries les plus prestigieuses de France, celle des peintres de la marine. Il est mandaté par la Marine nationale pour peindre des navires et parcourir le monde. Mais son lieu d'inspiration reste Marseille, son Vieux-Port et ses lueurs extraordinaires. En sortant du Vieux-Port, il y a tous ces magnifiques voiliers en train de regatter. La chose particulièrement à Marseille, c'est cette mer brillante, qu'on dit en anglais sparkling, et le ciel qui est beau. Et surtout quand il y a
certains nuages, ça peut être absolument incroyable. Et le coucher de soleil vu de la Canebière, c'est bien orienté, la Canebière. Le coucher de soleil, unforgettable. Super. Des couchers de soleil inoubliables. C'est aussi ce que viennent chercher Yannick et ses amis en fin de journée. Là, il y a un coucher de soleil à aller voir, c'est dommage de ne pas le voir. Ici, j'ai des marques et des repères et c'est sans cesse renouvelé, c'est sans cesse différent. Je crois que je suis qu'au début, en fait. Je suis qu'au début de la découverte de la ville. Alors un toast à l'été. Avec ses contrastes et son caractère bien trempé, le Vieux-Port illustre à merveille les couleurs de la cité phocéenne. Voilà, je vais reprendre pour la manœuvre d'arrivée. Je vais m'installer juste où tu es pour pouvoir avoir la main sur la manette des gaz en même temps. Pas de problème. Et là, on aperçoit déjà sur le ponton Marie, ma compagne. C'est elle qui va me faire visiter Marseille. Voilà, j'ai pris mes petites affaires. Ok. Plancher des vaches. Ben voilà, enfin, sur la terre ferme. Bonjour Marie. Voici Marie, bienvenue. ma compagne. Merci. Jérôme. Merci, je suis content d'être là. C'est chouette là, il m'a laissé la barre. J'étais comme un enfant qui rentrait dans le Vieux-Port comme ça. Chouette, très chouette. Merci encore Grégoire. Avec plaisir. Et puis je croise les doigts pour la suite de Salizy. Hein. Merci. Salut. Salut. Bonne route, bonne visite. Merci. Là, on est à Marseille, là, avec le Mistral qui souffle. C'est chouette ce changement d'ambiance là. On passe de la vieille pierre au musée ultra moderne, le Mucem là. On dirait du métal. Parce que c'est du béton qui est mélangé avec de la fibre métallique. Ah. Mucem, c'est musée des civilisations européennes Méditerranéennes. et méditerranéennes, c'est ça. Ça aussi, ça a changé beaucoup. Le fait que Marseille en 2013 soit capitale européenne de la culture, qui est la création de ce musée et de plein d'autres choses, ça a donné un nouvel élan à la ville. Oui, complètement. Ouais. A suivi la réfection du Vieux-Port. Ouais. Et donc ça a intensifié une nouvelle population. Et effectivement, c'est cette association d'éléments qui donne le dynamisme de la ville. C'est par là. Je te laisse te glisser. Ah ouais. Ah oui, il y a un petit côté luge que j'aime bien. La luge marseillaise à roues. Très bien. Alors attention à tes doigts. Oui, j'ai besoin de mes deux pieds. Hein. Aussi tes pieds. Elle est sympa cette petite voiture électrique. Tu t'en sers à quelle occasion de cette voiture, toi? Principalement pour aller à la plage. Ouais. Et là, je t'emmène au cours Julien, qui est un peu plus en hauteur par rapport au Vieux-Port. Ok. Marie, toi, tu travailles pour un cabinet d'architecture ou Oui, comment c'est ça. Je suis chargée de projet dans une agence marseillaise. Donc tu portes quel type de projet? Alors par exemple, dernièrement, les archives du Mucem, une école d'art, un tribunal d'instance. Ah oui, d'accord, oui. On arrive sur le marché du cours Julien. Ouais. Et pour les habitués, on dit le cours Jus ici. Le cours Jus. Voilà, ça c'est se un dit endroit, pas, un endroit électrique? Un peu Un peu, quand ouais. il y a du monde? C'est un des quartiers vivants de manière nocturne et diurne. C'est un quartier à la base qui est plutôt artistique. Tu sors et puis tu veux tomber sur un concert improvisé, tu t'arrêtes. C'est un peu un lieu de rassemblement public de tout type. C'est une des énergies de Marseille. Voilà, ça en fait partie. C'est une des centralités en tout cas de Marseille. Ah, c'est décoré là. Il y a des jolies fresques. Hein. C'est super bien fait en tout cas, c'est chouette. Une rue d'exposition quasiment. On pourrait dans un musée. Il y a même beaucoup de commerçants qui demandent en fait à des graffeurs de venir. Voilà.
Marseille souffre quand même d'une image toujours assez dure. On parle souvent des choses qui sont pas super. Et c'est pas du tout le cas. En tout cas, ce qu'on entend, c'est pas du tout le quotidien du Marseillais. D'accord. Voilà. Il est vraiment unique ce bâtiment. Ouais, il est vraiment emblématique. Et c'est Le Corbusier qui a fait ça. Oui. Ouais. Il a fait ça à quelle époque? Alors c'était les années 50. Ouais. 50-60. Bon, merci Marie, je te raccompagne à la voiture parce que moi je me sauve après, je vais rejoindre le restaurateur qui tient la boîte à sardines, je sais pas si tu connais. Ah ouais, très bien. Tu connais? Ouais, ouais, c'est très bon. Ok. Bonjour. 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 Je cherche Fabien. Poissonnerie. Il est là le patron. Oh, ça va Fabien? Et toi Jérôme? Super. T'as la forme? Ah très bien, je suis content de découvrir ton lieu. Enfin, la boîte à sardines. Voilà. C'est top. Merci. Le concept est chouette. Merci. Alors, donc c'est quoi l'idée? C'est poissonnerie, restaurant? À la base, moi je me revendique poissonnier. Ok. Comme je travaille avec les pêcheurs, tu vois, donc j'ai ma poissonnerie et puis après tu alimentes le resto. Donc tu vends à la fois au détail aux clients qui ne viennent pas manger chez toi. Ouais. Et en même temps, tu ton poisson. Et en même temps, tu peux manger en direct aussi également. Génial. Ouais. Et alors là, tu prépares quoi? Là, je prépare un Saint-Pierre. Bon, je te laisse finir, je vais jeter un petit coup d'œil. Vas-y, de toute façon, tu vois avec l'équipe, ils te montrent. D'accord. Bon appétit! Vous êtes des habitués? On peut vous dire ça, ouais. Qu'est-ce que vous venez chercher quand vous venez chez Fabien? Oui. Seulement, on vient que pour le poisson? L'humour de Fabien. Ah, l'humour? Ah, tu es drôle. J'essaye. Ça, c'est du jambon de thon. Ouais. D'accord? Donc en fait, c'est mon thon, le thon rouge. Et en bas, j'ai une fumoir que je fume aux aiguilles de pain. D'accord. Là, c'est un petit rogaille de tomate. Ça, c'est Céline qui l'a fait derrière. Ah oui, Céline, la chef en cuisine. Ouais. Ça, c'est des épinards de mer. Et donc ça, c'est de la stracciatelle. On a trouvé un fromager qui est à Roquefort-la-Bédoule, italien, et qui travaille avec du lait de la région PACA, qui fait que des fromages italiens. Ça a l'air bon, ça. Ouh là ça, là ça là devrait là être pas là. mal. Ça fait une petite brusquette. Ça fait que des produits issus de la pêche locale. J'ai toujours voulu travailler avec le poisson. Toujours. J'aurais pu faire pêcheur éventuellement. Ouais. Après, j'aime bien la tchatch, moi. Peut-être que sur le pêcheur, peut-être que je me serais fait. J'aurais vite fait le tour du bateau, je pense. Ouais. Donc là, quand même, ça tourne un petit peu, donc on peut parler avec des gens. Ouais. Et puis tu partages. Moi, l'amour du poisson, grâce à Céline, on leur envoie dans l'assiette. Bon, on va goûter ça? Ouais, avec plaisir. J'avais jamais mis les trois. Très très bon, ça. Pas mal, hein? Ouais, c'est très bien. Tous les ans, au mois d'octobre, se déroule une course à pied unique et mythique qui rassemble 15 000 coureurs. Elle relie sur 20 km la ville de Marseille à celle de Cassis. Incontournable, elle offre aux meilleurs coureurs de la planète l'opportunité de traverser la métropole marseillaise, de dominer des paysages sublimes qui surplombent les Calanques et d'arriver au cœur du charmant petit port de pêche de Cassis. Bruno, Patrick et Joseph ont tous les trois couru la Marseille-Cassis des dizaines de fois. Au cours d'un entraînement, nous avons demandé à ces anciens sportifs de haut niveau de décrypter les étapes clés de cette course. Le départ est donné ici, au pied du célèbre stade Vélodrome.
Personne ne peut ignorer l'existence de l'Olympique de Marseille et le stade Vélodrome est mythique pour tout le monde, ça représente bien quelque chose dans Marseille. Donc c'est un symbole pour nous aussi de faire partir les Marseille-Cassis au pied du stade Vélodrome. Le stade Vélodrome, dans le dos des coureurs, c'est parti sur le célèbre boulevard Michelet pour une longue ligne droite de 2 km. Ça a l'air facile parce que c'est une longue ligne droite, mais elle est en faux plat montant. Donc, et puis pour ceux qui ont tendance à vouloir partir un peu trop vite, ça peut devenir difficile ensuite pour la suite. La suite s'annonce difficile. La course prend la direction du col de la Gineste, situé à 327 mètres d'altitude. Une montée éprouvante, en plein soleil, sur 5 km, qui conduit les coureurs à dominer la ville de Marseille. Donc ici on est au milieu du col de la Gineste, on a fait à peu près la moitié de la montée, mais on est encore à 2 km du sommet. Donc on commence à souffler et à sentir les premières difficultés de la course. C'est un mélange d'effort et de beauté de paysage, donc ça donne un petit peu du baume au cœur, donc ça nous aide de voir ce beau paysage, ça aide à avancer, à arriver jusqu'en haut. Les 330 mètres de dénivelé avalé, finit la montée. Place à une longue descente sublime à quelques dizaines de mètres des Calanques. Les coureurs ne s'en lassent jamais. Toujours autant de passion à faire Marseille-Cassis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le cadre, l'ambiance de course, c'est vraiment quelque chose de magique. Et c'est vrai qu'on pense qu'avec le temps, la passion va s'émousser, qu'on va être un petit peu là de faire cette course. Mais non, on est toujours motivé et c'est la grande course de la rentrée d'octobre. Et après 20 km, c'est la délivrance. Les coureurs arrivent dans le port de Cassis. Les meilleurs bouclent la course en moins d'1 heure, les derniers en 3 heures. Tous ont conscience de mettre les pieds dans un cadre exceptionnel. C'est cette arrivée sur le port qui est atypique quand même. Il n'y a pas beaucoup de courses dans le monde où une arrivée se fait comme ça sur un petit port. Donc voilà, une fois arrivé là, eh bien, on se rend compte un peu de la beauté du village et on n'a qu'une hâte, c'est piquer une tête dans la Grande Bleue. Avec cette arrivée, les pieds dans l'eau turquoise de la Méditerranée, pas étonnant que depuis 37 ans, la course Marseille-Cassis connaît un succès phénoménal. C'est parti pour les Calanques là, hein. J'espère qu'on va aller voir ça de tout près. Voilà, tu vois, Cassis, hein, c'est un petit joyau de la Méditerranée, quoi, hein. Donc Cassis, c'est une petite ville qui doit se démultiplier l'été avec tous les gens qui viennent ici. C'est ça, c'est un tout petit village de 6500 habitants à l'année qui peut accueillir 30-35 000 personnes l'été. Ouais. Ici, on est dans ce qu'on appelle le massif des Calanques. Tu ne retrouveras pas cette roche et cet environnement géologique. À 1 km d'ici, il n'existe plus, à droite, et à 2 km d'ici, il n'existe plus non plus. Ok. Alors toi qui es une référence en matière de plongeon d'altitude, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas grandi à Cassis, tu te serais intéressé à cette discipline? Ça me paraît impossible. Ouais. D'ailleurs, le massif des Calanques accueille les plus beaux spots du monde de plongeon. C'est pas marseillais hein, ce que je te dis, hein. Ouais. C'est la vérité. À Acapulco, qui est une référence internationale, mondiale, ils ont un spot de 22 mètres, pas plus. Ici, on a nos limites. Si j'avais la technique de plongée de 50 mètres, j'aurais tout ce qu'il faut. C'est pas le cas, mais j'aurais tout ce qu'il faut. Je te montrerai 2-3 trucs tout à l'heure. Tu m'expliqueras. Ouais, je t'expliquerai tout ça, t'inquiète pas. Oups là. Eh capitaine, il y a un problème à la navigation là, hein? On est en train de passer la pointe de cacao. Oh la pointe cacao. La pointe de cacao. C'est pour ça que c'est chaud alors. Donc là on est à la pointe de la cacao, c'est notre petit cap Horn marseillais. Hein. Effectivement quand on passe à cet endroit-là, ça commence un peu à balloter. Ouais. Et là on entre dans cette fameuse calanque qui est la plus belle calanque du parc national. C'est la calanque d'Anvaux. Comment tu l'appelles?
en veau. En veau. Elle est majestueuse. Il y a 2 tombants de 100 mètres de part et d'autre. Il y a ce qu'on appelle le doigt de Dieu, qui est un pic qui monte à 90 mètres. Il y a cette petite plage féerique. Alors tu vois là en face, Jérôme, on a le Cap Canaille. C'est une des plus hautes falaises d'Europe, maritime, 400 mètres. Waouh. Bon, tout ça c'est beau, hein, Jérôme, mais moi j'ai un cours avec des petits gamins. Un cours de quoi? Alors je fais une action de prévention, je le fais régulièrement ça. Je rencarde des gamins, et je les informe un petit peu sur les risques qu'ils peuvent prendre quand ils font du plongeon. Depuis combien de temps toi tu sautes, tu plonges ici? Tu as commencé à quel âge? Tout petit parce que les rochers de Cassis c'est le terrain de jeu des gamins de Cassis. Hein, donc depuis que je sais nager, je saute, donc je plonge. Mais réellement, depuis l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à être mordu de cette discipline, donc ça fait quasiment 35 ans. Tu as un record du monde, j'ai lu ça. Moi. Oui, à 30 mètres, réel, par un huissier sportif. Et je l'ai fait 5 fois. Et là, je prépare 35 mètres. C'est mignon aussi ici, hein? Alors là, Jérôme, on rentre dans une calanque qui fait 1 km de profondeur, dans laquelle il y a 400 bateaux ou 500 bateaux qui sont amarrés. C'est Port-New. Et là, regarde, tu vois ce port de rocher qu'on voit ici. Derrière les falaises, tu veux dire ? Exactement, c'est la carrière de Port-New. C'est là où on a récupéré la pierre de Cassis, la fameuse pierre de Cassis. Et elle a été utilisée pour plein de choses très très différentes. Comme le canal de Suez, le port d'Alexandrie, tous les trottoirs de Marseille, tous les trottoirs de la région. Et, très étonnamment, le socle de la Statue de la Liberté de New York. Wow, vous supportez la liberté, c'est beau, hein, symbole. Là, tes minots. Et voilà, tu vois, on arrive à temps. On est à l'heure. Salut les gars, c'est sympa d'être venus. Ça va bien? Je vous présente Jérôme. Salut les garçons. Jérôme, Django, Thibaut, Sandro, Brian. Ah, c'est toi qui finit pas en haut, il y a un souci. Hein. Alors, déjà, on va utiliser Django pour prendre la position sur le plongeoir avec la table. Donc, tu vas monter sur la table, Django. Voilà. Alors, pour le saut, si vous arrivez ou pied pointé ou talon comme ça, il n'y a pas de plat de pied. Ok? Au-delà de 9 mètres, c'est-à-dire 10 mètres, ça devient dangereux. Ok? Quand on saute, on fait ce qu'on appelle le one balance. On part, on donne la super impulsion, et là, on peut faire une figure en balançant les bras. Tout ça est un système d'équilibre, en balançant les pieds, et au dernier moment, on rentre dans l'eau. Ok? Et là, vous aurez fait quelque chose de joli, et ça, pour attraper les filles, les mecs, il n'y a pas mieux. Okay? Et en plus, vous allez prendre du plaisir. Ok? Moi, je vous avoue que là, je suis en train de préparer un plongeon de 35 mètres. Sur le premier plongeon, je ne vais peut-être pas prendre de plaisir. Alors que quand je fais mes entraînements à 25 mètres, vous imaginez pas le plaisir que j'ai de me voir voler, de voler comme ça, de voir mon ombre sur l'eau qui arrive. C'est juste magique. Alors, tu ne te précipites pas, on est tranquille. Allez, Ken. Voilà, c'est très bien. Vous pouvez fermer encore plus fort que ça. Hein. Vraiment les pieds tendus, hein, ok? Allez, vas-y, mets-toi en position. Allez, ferme. Voilà, c'est pas mal. Allez, vas-y. Allez, ferme. Voilà, c'est pas mal. Là, ne cherche pas trop l'esthétique, tu y vas quand tu veux. Allez, vas-y. C'est ça, super. C'est parfait. C'est parfait, Jérôme. Jérôme, c'est parfait. N'exagérons pas, n'exagérons pas. Non, non, je te promets, tu verras, c'est parfait. Est-ce que tu veux essayer un saut de pied, Jérôme? Oui, je veux bien. Ouais. Avec ouais. les pieds. C'est la même chose, sauf que il faut que tu me dises comment tu te sens à cette hauteur-là. Ouais. C'est pas à négliger, on est à 6 mètres. D'accord. Okay, il n'y a que 6 mètres là, on a l'impression qu'on a 35. Non, c'est vrai, il n'y a que 6 mètres. Non, il n'y a que 6 mètres. Du coup, là, il y a quand même une belle impulsion à donner. L'idéal, c'est de partir d'ici et donner une vraie impulsion en faisant un vrai step, tu vois. Un vrai step le plus loin possible. Et dès lors que tu vois que tu arrives dans l'eau, tu refermes vraiment bien comme il faut. Quitte à crier si tu veux. Là, le cri suscite un petit peu le gainage en même temps. Allez, vas-y. Allez, tu fermes. Voilà, c'est parfait. Tu vois, c'est rapide hein, quand même. Bravo. Et Jérôme, t'as sauté de 6 mètres.
J'aurais dû mettre des chaussures comme vous les gars. Vous remontez plus vite que moi. Hein. C'est votre terrain de jeu ici, vous venez tous les combien ici? Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Qu'est-ce qui vous plaît Tout. dans cette activité-là? De sauter, c'est bien parce que ça nous change un peu. Il y a quand même une sensation. Et c'est quoi? C'est la sensation de peur que tu domines qui Avant t'intéresse? j'ai peur et maintenant, dès que j'ai sauté, j'étais contente parce que j'ai dit ouais, j'ai sauté. Et là, vous allez les sauter les 9 mètres? J'en sais rien. Si j'ai peur, je sauterai pas, tu sais. On va t'encourager, t'inquiète pas. Comme il... C'est mignon, toi. Et voilà, Jérôme, tu as sauté de 6 mètres. Ouais, c'est déjà pas mal. Attends, c'est énorme. Oula. Ouais, là, c'est légèrement plus haut, il y a 3 de plus. Ah. Ça fait quoi, 9 mètres? Ça fait 3 étages d'immeuble? Ouais, ça fait 3 étages. Ouais. 3 étages, c'est pas rien. Hein. Imagine que c'est sur le balcon, il y a une piscine, on y est, c'est là. Ouais, c'est tentant en même temps. Hein. Je suis pas vraiment décidé. S'il y en a un de vous deux qui peut me donner un petit peu l'inspiration. Ouais, t'as bien raison. Est-ce qu'il y en a un qui veut juste sauter, que je visualise tout ça? Allez, vas-y. Donc t'oublies pas les consignes. Et tu me fais un beau gainage à l'arrivée, ok? Ouais. Allez, on ferme. Ouais, génial. On peut gainer plus que ça. Ouais, bravo, super. C'est bien, mon grand. Voilà. Très bien. Yes, ferme. Ah, c'est parfait. Bravo, Ouais, vous qui faites ça toute la journée, chapeau. Hein. Vous avez du courage. Super. Je suis très fier de toi, Jean. Mais bon. Bien coaché surtout. Hein. Alors c'est bien parce que nous on est les élèves, alors ils sont déjà pratiquants. Moi je suis un novice mais j'aimerais bien voir le maître moi à l'œuvre. Ouais, tu m'as dit que tu avais un peu imaginé un endroit où tu pourrais faire un petit saut peut-être dans les 20 mètres, non? C'est un endroit que je connais pas, qu'on va découvrir ensemble. Je sais qu'il y a entre 20 et 25 mètres. T'as jamais sauté là-bas? J'ai jamais sauté là-bas. Ouh là là. Et c'est pas dans le parc national parce qu'il y a une interdiction formelle de sauter dans le parc national. Donc on est à l'extérieur et du coup on va le découvrir ensemble et moi je suis très impatient aussi. Donc ça c'est l'endroit où tu vas plonger. C'est où la paroi d'où tu vas t'élancer? C'est cette paroi-là, il y a un petit repère là-haut. On est à 25 mètres. Ma séance d'échauffement, je vais la faire là-haut. D'accord. Tout simplement. Ouais. Bon, allez. C'est parti. T'es prêt, Jérôme? D'autant que tu le connais pas, hein, ce spot. C'est la première fois que je vais le faire. Waouh, exclusivité. Pour génial, toi. Génial. Allez, un petit peu de grimpette, Jérôme. Et là, tu vas avoir un point de vue pas mal pour toi. Ouais. Tu vas bien je vais me mettre au premier rang alors. Tu te mets au premier rang. Voilà, là, tu vas être bien. Moi, je vais tracer par là pour attraper le plongeoir. Sois prudent, hein. Ouais, t'inquiète pas. Allez, régale-toi bien sur le Et régale-toi aussi. Et moi, je prendrai du plaisir. Prends les bonnes sensations. Bravo! T'es un fou! Pour suivre d'autres exploits, il suffit parfois de lever les yeux au ciel. Tous les jours, dans le ciel de Provence, on peut admirer les figures aériennes de la patrouille de France. C'est ici, sur ce terrain militaire d'Aix-en-Provence, que l'escadron tricolore stationne et s'entraîne depuis 1964. Fumée coupée, top. La patrouille de France, c'est une équipe de 9 pilotes, soudés, qui répètent leurs figures aériennes des centaines d'heures chaque année. Curieusement, chaque vol débute par une chorégraphie que les pilotes surnomment la musique. La fumée est top, en flèche top. C'est une visualisation mentale de tout le vol. Donc on répète mentalement tout ce qu'on va faire en vol. Donc l'idée c'est de ne rien découvrir. On va visualiser en fermant les yeux l'axe, les points de repère qu'on a autour de l'axe. Et on va mentaliser nos gestes, c'est-à-dire que quand je lève la main comme ça, je mime une boucle, tout simplement. Chaque place, c'est un instrument de musique différent, en fait. Et pour faire la note globale, chacun va jouer sa note à lui différemment.
Les répétitions terminées, place au vol pour la patrouille, sous l'œil de son leader, Christophe Dubois, qui est entré dans l'armée de l'air il y a 14 ans. Ça va être trop bien. Pilote de Mirage 2000, il a décidé de se porter volontaire il y a 2 ans pour regagner l'escadre tricolore. C'est un défi technique et humain. Et ça, c'est très important. On n'est pas là pour délivrer un armement comme sur un avion de chasse, un avion de guerre. On est là pour montrer une prouesse technique. On est là pour montrer comment, avec un entraînement qui est adapté et des aviateurs qui sont aguerris et tous volontaires, eh bien, on arrive à remplir la mission qui nous est confiée. On est exactement la vitrine de l'armée de l'air. On montre le savoir-faire de l'armée de l'air. On est à 3 mètres les uns des autres. Le gros danger, c'est d'être sûr de soi en fait. L'humilité est garante de la sécurité aérienne. Tous les jours, moi à chaque fois que je pars en vol, j'ai une petite appréhension et est-ce que je vais bien faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois corriger. Et ça, c'est très très important. Perfection absolue, vitrine de l'armée française, la patrouille de France est l'une des meilleures formations de voltige aérienne de la planète. Elle se produit une 50aine de fois par an aux 4 coins du monde. Tout a démarré en 1931 avec une poignée de moniteurs de pilotage qui décident de mener des démonstrations d'acrobatie dans le ciel d'Étampes, dans l'Essonne. Parallèlement à ces missions de combat, la culture de la voltige progresse peu à peu au sein de l'armée de l'air. En 1963, la formation devient incontournable. Elle est officiellement nommée Patrouille de France. Le général Marc Ambert prend la tête de la patrouille en 1978. Sur 36 ans de carrière dans l'armée, durant lesquels il volera dans le monde entier, il passera seulement 2 ans dans la patrouille de France. Mais ces 2 années aux commandes du Fouga Magister resteront à tout jamais gravées dans sa mémoire. Quelque part, ça fait rêver. C'est le rêve. Hein, on voit ces avions bleu, blanc, rouge, on voit la fumée, on voit les éclatements, on voit la formation, et on a envie d'y être. Et c'est ça qu'on a envie de faire, c'est d'être avec eux à leur place, tel qu'on les voit voler là-haut. Mais ça doit être merveilleux d'être là-haut. Et ça l'est merveilleux, c'est merveilleux, je peux le dire. J'y suis passé. La première année, j'étais là, j'étais leader solo. Leader solo, c'est ceux qui s'éclatent de temps en temps, là. Hein. Et après, la deuxième année, j'étais là. Leader en 1978 pour le 25e anniversaire de la Patrouille de France. Je ne suis pas nostalgique, j'ai fait d'autres choses, on a fait beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose qui vous accroche le cœur et les tripes, si on peut dire, hein, même si on a fait dans sa carrière des choses différentes, intéressantes et tout. Ouais, et j'ai toujours cette boule, petite, hein, au fond de moi quand je viens ici, toujours. Si la patrouille de France fascine autant, c'est qu'elle symbolise dans les airs une certaine idée de l'excellence. Une exigence de qualité et de perfection qu'une grande partie des pilotes ont acquis ici, face au hangar de l'escadrille tricolore de Salon de Provence, dans l'école de l'air. Une école d'élite qui forme chaque année 500 aviateurs. Les meilleurs deviennent pilotes de chasse ou navigateurs de combat. On a une ligne de tension qui coupera le run à la minute 1:40 et qui viendra recouper notre axe lors du dégagement. Reçu. À bord d'avions Cirrus, les élèves, sous l'œil de leurs instructeurs, s'entraînent ainsi dans le ciel de Provence depuis 1933. Alors en moyenne, chaque élève fait entre 3 et 4 missions par semaine. Quotidiennement, ils ont forcément des tâches à accomplir, que ça soit du vol, que ça soit du simulateur, que ça soit des cours au sol. La formation est très dense et ça implique de la part de l'élève une grosse motivation parce que effectivement, tous les jours il va voler, tous les jours il va être amené à faire des missions au simulateur, tous les jours il va être amené à suivre des cours au sol, à faire du sport, à faire de l'anglais. Et ce qui fait que effectivement, c'est quand même une activité très dense pour eux. Thomas doit terminer sa formation de navigateur de combat dans 3 ans. Il sait qu'il réalise ici, à chaque instant, son rêve d'enfant. Quand j'étais petit, j'habitais pas loin d'une base aérienne. Donc voir passer les avions tous les jours, pas loin de chez moi. Et mon père qui était militaire avant. Donc
Le fait de vivre un peu dans ce monde et de voir les avions, c'est ça qui m'a attiré. Et mon envie de voler, c'est de voir nos instructeurs qui volaient sur des Mirage 2000 ou le Rafale. Ça nous rappelle que c'est notre but et ça nous donne toujours plus envie d'avancer, de se dépasser. Qu'ils passent ou non par la patrouille de France durant leur carrière, chacun de ces pilotes gardera toute sa vie en lui des valeurs fortes, acquises bien précieusement ici, quelque part au beau milieu du ciel de Provence. Bonjour. Julie, Ah, bonjour Jérôme. ça va? Je te dérange? Pas du tout, je t'embrasse. t'attendais. C'est très mignon ici, là. Ah, c'est la Provence. C'est très chouette, ça c'est tous les produits que vous vendez, que vous fabriquez. Alors oui, c'est vraiment la boutique du savoir-faire Marius Fabre, donc avec évidemment en guest star le savon de Marseille. Ça Je m'intéresse. t'invite à me suivre et à découvrir tout ça. Je pose mon sac, je le laisse là. Allons-y. Merci. Ça sent bon, là. Il y a Ah, des là, odeurs. On est au cœur de la fabrication là. C'est quoi l'odeur qui domine, là? J'arrive pas à reconnaître, c'est quoi? C'est les huiles, principalement l'huile d'olive. D'accord. Bonjour Bonjour. Jean-Pierre, ça va? Bonjour, Jérôme. enchanté. Jérôme, je te présente Jean-Pierre, notre maître savonnier. Maître savonnier, ça consiste en quoi, alors? C'est de fabriquer le véritable savon de Marseille en chaudron. D'accord, vous êtes le cuisinier derrière sa marmite qui regarde Voilà. que la cuisson se passe bien. Voilà, on peut dire ça. Quels sont les dangers? Quelles sont les choses sur lesquelles il faut être vigilant? Ça peut déborder, vite Ah oui. fait, oui, c'est comme le lait sur le feu. Donc il y a une température. Voilà, hein. ça monte à 120 degrés, ça peut vite déborder. On dirait presque un volcan. Oui, c'est exactement ça. Oui, parce que la recette du savon, c'est quoi? Des huiles? C'est huile végétale plus lessive de soude. C'est une réaction chimique? Oui, c'est une réaction chimique qui s'appelle dans le procédé marseillais l'empâtage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire la transformation La mise en des huiles pâte. végétales en pâte de savon. Ah. Et ça va durer presque 15 jours, hein, Jean-Pierre? Oui, de bonnes semaines. Oui, de bonnes semaines. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de passer un savon à quelques-uns de vos collègues ou pas? Non, ça arrive souvent? Oui, j'imagine, oui. Ah, d'accord. Le procédé, c'est ça, ça sèche. Voilà, ça sèche pendant 2 jours. Bonjour. Et là, c'est ce qu'on appelle la levée de mise. C'est-à-dire qu'on a découpé des pains de 30 kg environ, des pains de savon, et qu'on va ensuite mettre sur une palette, et ensuite on ira faire la découpe. D'accord. Le marquage. Je pensais pas que ça séchait dans des si grands bassins. Pardon. Bon courage. Ils sont magnifiques ces affiches. Ah oui, c'est vraiment l'âge d'or du savon de Marseille, c'est-à-dire 19e siècle et début du 20e siècle. D'accord. C'est ce qui a fait la prospérité économique de toute la région marseillaise. Puis ça servait à tout dans la maison, pour laver tout le linge, Ouais. donc puisqu'il n'y avait pas de machine à laver. Et alors, à cette époque de l'âge d'or, là, il y avait combien de savonniers ici? Bien, à Marseille, il y a eu jusqu'à 100 savonneries avant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est 3 à Marseille et 2 à Salon. Ouais, d'accord. Et puis tu reçois des groupes aussi qui viennent visiter? Oui, oui, de plus en plus de personnes sont friandes de découvrir leur patrimoine. Et puis beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers, parce qu'on se rend compte que le savon de Marseille est réputé depuis longtemps en France, mais aussi au-delà des frontières. Ouais. On est allé chercher ces pains de savon de 30 kg dans la salle de séchage et on les découpe ensuite dans cette coupeuse à retour d'équerre. Et ensuite, on marque le savon sur plusieurs faces avec nos tampons historiques. Donc le premier, comme tu vois ici, c'est notre nom. Hein, ça, c'est Louis XIV qui a imposé à tous les savonniers pour éviter les abus et les fraudes. Et le deuxième tampon, qui est la caractéristique du savon de Marseille, qui est un savon extra pur à base de 72% d'huile végétale. À voter. Ah oui, Super. très bien. Magnifique. Et là, c'est excellent pour la peau. On va les croquer dedans. Hein. Pour les peaux sèches, c'est très bon. C'est super mignon en tout cas. Merci bien. Chouette, très Et chouette. pour toute la famille, hein, pour toutes les peaux. D'accord. Y compris les plus sensibles. Même les peaux de roux, blanc-bec ouais, comme aussi, ça. ouais. Alors, 28, 59. Voilà. Ça reste entre nous. Merci, Merci, bonne journée. Au revoir. Tu peux ralentir. Bonjour.
J'ai fait le plein de savon. Ah bah super. Voilà, je vais pouvoir refaire ça. T'as trouvé ton bonheur? Oui, c'est pas difficile. Hein. Bon, bah on y va alors. On poursuit. Tu vois, Jérôme, ici on est au cœur de Salon de Provence. D'accord. C'est quoi cette porte? Alors là, tu as la tour de l'horloge. La tour de l'horloge. Salon, c'est aussi la ville de Nostradamus. C'est ça. Et devant toi, tu as la fontaine Moussu, qui est une fontaine qui s'est recouverte de mousse naturellement. Naturellement? On venait jouer gamin là. Oui, oui, naturellement. D'accord. Ouais. J'aurais pris mon maillot, je me serais baigné, tu vois. Tu as amené ton savon? J'ai toujours le savon dans le sac. Mais je sais pas si c'est autorisé, quoique c'est un savon propre. Hein. On te dirait rien, un salon, on peut rien te dire sur le savon. On parlait de Nostradamus tout à l'heure, il a vécu ici longtemps ou il est juste né ici? Il me semble qu'il est né à Saint-Rémy, de Provence. Ok. Il est mort ici, il est enterré ici. Et il a fait pas mal de ses prophéties ici à Salon. Ah, c'est excellent, c'est la voiture de la savonnerie. Et oui, la voiture Maurice Fabre. La On va aller dodoche. dans les Alpilles avec ça, installe-toi. Ah, génial, en dodoche. Je peux pousser. Hein. Ah, c'est pas mal. J'aime ce bruit, ça me rappelle plein de choses. C'est sympa, hein? Ah oui, j'aime bien. C'est la Madeleine de Proust. Tu vas voir, les Alpilles, c'est tout près. Ah oui, c'est tout près. On est Salon, c'est au pied des Alpilles. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'en Dodge, t'as pas à ralentir sur les dos d'âne. Ouais. Ça, c'est trop bien. Et après, tu vas voir ton ostéopathe tous les combien? C'est vrai que c'est ça. T'as des sièges suspendus. Bah oui, je sais. Et voilà, royal. Super. Tu peux laisser ouvert, hein, Jérôme? Ouais, ouais. Je voulais t'emmener au cœur des oliviers, parce Ouais. que c'est quand même l'huile d'olive, c'est quand même la matière première principale du savon de Marseille. Ouais. Alors, est-ce que là, on est dans le parc régional des Alpilles? Oui, on est au cœur du parc naturel D'accord. régional des Alpilles. D'accord. C'est aux portes de Salon de Provence. Et puis moi, j'y ai travaillé 10 ans. J'ai travaillé 10 ans ici pour la création du parc naturel régional des Alpilles, avant de rejoindre la savonnerie familiale. Là, il y a du fenouil, là. Excuse-moi, mais c'est un peu ma Madeleine quand j'étais enfant. Je me souviens de ces odeurs. Ah oui, j'adore, le fenouil, j'adore. C'est vraiment le... Fenouil sauvage, comme ça. Les vacances, le poisson grillé. Voilà. J'adore. S'il existe un personnage central qui a su à merveille croquer Marseille, son arrière-pays et l'âme de son peuple, c'est bien Marcel Pagnol. En arpentant certains villages de Provence, on croise la route de passionnés qui connaissent la vie et l'œuvre de l'écrivain sur le bout des doigts. Edmond Maton, 84 ans, aime se promener à la treille. C'est ici, sous un soleil de plomb, que Pagnol arrive pour la première fois en 1904 avec ses parents pour passer ses vacances d'été. Quand ils arrivent là, ils s'arrêtent à l'ombre et ils viennent se désaltérer. Et là, Pagnol nous décrit la fontaine. Et il nous dit, sur la place, la fontaine parlait toute seule. Vous m'entendez parler? C'était une conque de pierre vive, accrochée comme une bobèche à une stèle carrée d'où sortait le tuyau de cuivre. C'est bien celle-là, hein? Il ne s'est pas trompé. Voilà. Moi, je trouve que cette phrase est magnifique, cette fontaine l'a attiré. Et puis, il reviendra en 52 tourner Manon des Sources, avec cette même fontaine. Edmond est intarissable sur l'histoire de l'écrivain et sur les lieux de son enfance. Pour lui, l'endroit le plus emblématique se trouve un peu plus haut à la sortie du village de la Treille, sur la route des collines. Alors ici, on est à la Bastide Neuve. Hein, c'est là, la fameuse asile des vacances où la famille Pagnol, avec l'aide de l'oncle Jules et tante Rose, venaient passer leurs vacances. Là, on est au cœur de la Provence, il n'y a pas de poubelle. Le ciel bleu, les cigales, le vent, le mistral. Son aspiration de plus tard, elle part de là, elle part de la Bastide Neuve. Derrière la Bastide, à seulement quelques pas, le petit Marcel découvre l'immensité et la beauté des collines. Des paysages typiques de l'arrière-pays provençal qui viendront décorer une partie de son œuvre. Ça, c'est son terrain de jeu. Il avait 10 ans, 11 ans.
Et ils couraient là-dedans, ils calaient des pièges, ils attrapaient des cigales, ils faisaient des tas de trucs que font des enfants de 10 ans. Hein. Mais c'était l'aventure. Et ça, c'est toute mon enfance aussi qui ressurgit. Et c'est peut-être pour ça que je l'aime énormément, c'est que c'est toute mon enfance. Sur les collines de Provence, l'empreinte de Pagnol reste indélébile. Elle l'est tout autant à Aubagne. C'est ici qu'il est né en 1895 et qu'il passe les premières années de sa vie. Derrière les portes d'une vieille demeure se cache ce qu'on appelle le petit monde de Marcel Pagnol. Un univers où se croisent tous les personnages de ses films et de ses livres. Si vous écoutez bien, vous écoutez, vous tendez l'oreille et là ils vont vous parler. Ils vous disent plein de bonnes choses avec un bon accent. Pour la partie de boule, là ils sont en train de se disputer, ils regardent le poing, mais non, le poing est à moi. Non, non, il est à moi, regarde, bon, voilà quoi. Et lui il dit, oh, vous dépêchez que je tire. Vous voyez, c'est tout ça qu'on peut entendre. Des personnages de Pagnol, Daniel Scaturo en parlerait des heures. Ça fait 30 ans qu'il s'amuse à les graver dans des santons de Provence. Le Spoons, Fanny, la fille du puisatier, Jean de Florette, Marseille, Marius, la femme du boulanger. Pagnol a écrit des dizaines de pièces de théâtre, des romans et réalisé des films mythiques. Pour Daniel Scaturo, Pagnol a réussi comme personne à esquisser le quotidien des personnages de la région. C'est la vie telle qu'elle peut être aussi bien rigolote que cruelle, quoi. Voilà, et Pagnol, ça a été ça sans arrêt. Ça a été cette chaleur, cet amour et puis cette tristesse de temps en temps. Il y a toujours un drame qui se passe quelque part. Pagnol, c'est quelqu'un qui parle et qui écrit naturellement. C'est facile à comprendre, il ne faut pas se chercher au fin fond de ses méninges pour savoir ce qu'il a dit, on comprend de suite, quoi, voilà, quoi. C'est avec la simplicité de son œuvre que Pagnol a touché son public. Des centeniers aux comédiens qui chaque année rejouent ses pièces sur les hauteurs d'Aubagne, 43 ans après sa disparition, Marcel Pagnol reste une source d'inspiration inépuisable pour de nombreux artistes de la région. Jérôme maîtrise maintenant plusieurs techniques pour voir la vie en bleu. Ah, c'est parfait! Jérôme, je te propose de prendre la barre. Ah, avec plaisir. Il lui reste tout de même du chemin à parcourir pour connaître les us et coutumes de la cité phocéenne. Je pense que même avec 10 vies, en plongeant matin et soir, on n'arriverait jamais à trouver tout ce qu'il y a dans la rade. Eh capitaine, il y a un problème à la navigation là, hein? Ah ben ça c'est le moment de détente après le travail, tu vois. On sort du boulot, on vit ici, on fait la partie de boule, on boit l'apéro, on rentre à la maison, on n'est plus le même homme. Mais après ses exploits en Méditerranée, plus rien ne l'arrête. Pour moi, Marseille, elle est féminine. Il retrouve donc Fabien pour parfaire sa formation et dominer enfin son sujet. Elle est claire cette ville quand même, hein. On est dans quel quartier là? Là on va arriver à l'entrée des Puces. C'est là où je viens, on va pas dire régulièrement, mais je viens de temps en temps quand même pour... tu as vu un peu tout ce qu'il y a au resto? Ouais, bah la déco, voilà. ouais. Il y en a... J'en ai chiné quand même pas mal ici. D'accord. Allez, 1 € les 3 là. Allez, c'est donné là. Vraiment tout. On va tourner à droite. Donc là tu arrives là. Qu'est-ce qui te plaît dans les vieux objets, toi? Qu'est-ce que ça te raconte? J'aime pas forcément les vieux objets, moi j'aime redonner vie aux vieux objets. Ça, c'est pas énorme ça? Tu t'en rappelles de ça? Quand elle est à la piscine municipale, s'il te plaît, pour laisser tes affaires. Pour regarder l'échappée belle, ce serait pas mal? Ouais. Attends, je mets la 5 du coup, parce que... C'était sur la combien? Bah c'était sur la 2. D'accord. Ça marche pas. Ça fait 40 ans que je suis à Marseille, ça fait 10 ans que j'ai l'établissement. Ouais. Et je trouve que ça évolue énormément. Marseille 2013 nous a fait beaucoup. L'exposition. Ouais, ça nous a fait beaucoup de bien. Capitale européenne de la culture. Je crois qu'on avait une mauvaise réputation. Et là, avec Marseille 2013, les gens n'ont pas hésité à venir. Et je trouve que depuis, la ville évolue de plus en plus. Oh là ouais, l'établi, il est incroyable. Ah, j'en ai un chez moi, il est magnifique. Il est encore 2 fois plus grand. Ça, c'est du lourd, ça, tu vois. Tu parles du mec en blanc qui est dans le miroir? Ouais, celui-là, non, celui à côté. Sympa, dis donc. Ouais. Ça, c'est
kitsch. Ah, le coffre Ah ouais, coquillage. c'est énorme ça, t'imagines un peu quand même. Pour trouver plus kitsch, il va falloir vraiment qu'on fasse le tour. Hein. Bah, j'ai le vase au resto déjà. Comme ça? Ouais, de la même avec famille. les coques. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Il y a un poisson-ci là, t'as vu? Ouais. Manque la tête. Ouais. Mais peut-être qu'il a été même vidé, je sais pas. C'est peut-être la première fois que tu repars d'ici les mains vides alors? Ouais, si t'es venu pas longtemps en même temps, c'est normal. Ouais. Là, on a quelques efforts à faire. Mais je crois savoir où tu m'emmènes. Hein. Et voilà. Ouais. Tu connais ou pas? Le panier, ouais, j'ai déjà, eu l'occasion de traverser ce quartier. Ben voilà, on y arrive. De voir comment ça évolue, surtout, c'est ça qui m'intéresse. Ah, ça a pas mal évolué. Donc voilà. Ouais, ça a bien changé là. Ouais. C'est l'ancien hôpital, l'Hôtel Dieu, qui était tenu par des sœurs et qui est maintenant l'Intercontinental. Donc c'est quoi? C'est un palace, un hôtel? 4 ou 5 étoiles. 4 ou 5 étoiles. Et le bâtiment est somptueux. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller dormir une nuit. Ah ouais? Ouais, franchement. Ouais. Tu te lèves, t'as pas l'impression d'être à Marseille. Ah. C'est pas mal du tout. Et puis la vue sur la Bonne Mer. Ouais, voilà. Puis j'aime bien, il y a plein de petites boutiques qui s'ouvrent un peu à droite, à gauche. Ouais. Un quartier qui vit. Donc ça, c'est l'église des Accoules. Ah, c'est pour toi ce mur là, regarde. Ouais, c'est le mien. Regarde. La sardine. Il est là. Excellent. Tout à fait. Les gens du panier sont les gens du panier. Moi, ma maman qui a pris un magasin au panier, au début, ça a été très difficile de se faire accepter parce qu'on n'est pas du panier. Je te dis, c'est un peu, bon, principauté, c'est un peu exagéré, tu vois, mais c'est pour te donner l'idée, en fait. Les gens du panier travaillent avec les gens du panier. Ouais. Ce qui est assez amusant, entre guillemets, c'est de voir que le plus bel hôtel de la ville, et peut-être même de la région, qu'on a vu tout à l'heure, finalement, il est aux portes du quartier qui a été le plus mal famé dans les années 60-70. C'est ça. Ce que j'aime bien, tu vois, quand je vois la fresque là en noir et blanc, là, c'est ces couleurs. Ouais. On a quitté l'esprit des graffitis là, des années 80 qui est pas représentatif de grand chose. Et puis, je pense que c'est fait un peu plus dans le respect, tu sais. Il y a un côté plus artistique, ouais, tu vois, que revendicatif. Elle se mérite, hein, Notre-Dame de la Garde. Hein. C'est ça. Je sais pas si quelqu'un a compté les marches, mais... On a quelle altitude d'ailleurs, hein, par rapport au vieux port? Presque à 200, non? Presque à 200 mètres, ouais, je pense que peut-être qu'elle est à 200. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une partie fortification, c'est ça, je crois? C'est ça. Et ça a été fait sur un fort. C'était quoi? D'abord une chapelle? Ouais. Début du 13e. Avec le point de vue que tu as, tu vois tout. Éventuellement, si tu as des ennemis, tu vois tout le monde qui arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. On est d'accord? Ouais. Au départ, c'était une chapelle, et le fort était plus gros, d'accord? Mais doucement, l'église a pris sur le fort. Okay. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus rien du fort. D'accord, et la basilique s'est étendue dans l'enceinte, quoi. Elle est claire cette ville quand même, hein. Ouais, quand tu la regardes d'ici, la lumière, mais aussi la pierre. Ouais. C'est quand même super lumineux, regarde. Toute cette partie-là, juste les toits qui viennent apporter un peu plus de chaleur et de couleur, mais... Ah ben 2600 ans. Hein. Ouais, et la ville, oui. Ouais, donc des monuments, il y en a ça, ça, on l'entend. Hein. Que Marseille est la plus vieille ville de France, ça, les Marseillais en sont fiers. Ah. On dure. C'est une preuve de longévité, t'as raison. Bon, on monte voir l'intérieur. C'est magnifique. Ouais. Et la Vierge et l'enfant, la Bonne Mère en elle-même, en feuille d'or comme ça. C'est une petite flamme qui brille, tu sais, comme le petit cierge sur la ville. Parlant de cierge, moi je vais en mettre un pour l'OM. Même deux peut-être. Ouais. Ah, tu veux que j'en mette? Ah ouais? Un pour l'OM? Ah ouais? Ah ouais. Un supporter du PSG, nouveau supporter du PSG qui va supporter l'OM. Ah ouais? Tu vois, c'est ça la fraternité aussi. Il faut montrer l'exemple.
Voici l'une des petites musiques qui rythment la vie des Marseillais. Les boules de pétanque qui claquent détendent ici les esprits, surtout en fin d'après-midi. Ah ben ça c'est le moment de détente après le travail, tu vois. On sort du boulot, on vient ici, on fait la partie de boules, on boit l'apéro, on rentre à la maison, on n'est plus le même homme. Je plains ceux qui ne peuvent pas le faire, je te le dis. Yves Ours l'assure, il est né avec une boule de pétanque dans chaque main. Il joue aux boules depuis sa plus tendre enfance et vient ici tous les jours dans son club du quartier de Saint-Julien. C'est une religion, voilà. C'est quand tu nais et qu'on t'apprend à jouer aux boules, tu joues aux boules toute ta vie. Voilà, c'est comme ça. La pétanque serait donc une religion, avec les pointeurs cherchant à s'approcher du dieu bouchon et les tireurs en embuscade pour les en empêcher. Une religion qui a ses règles et ses rites. C'est un tic. C'est machinal. Moi je ne le fais pas. Ou alors c'est souvent ça, tu vois, regarde, souvent on fait sauter aussi comme ça. Voilà. Voilà, on se prépare. On assouplit le poignet avant d'aller jouer. À Marseille, la pétanque est incontournable et populaire. On compte ici au moins 550 clubs de boules et des milliers de pratiquants. Des lieux paisibles et hors du temps. Les moments comme ça, les moments chaleureux comme ça, ça va avec la pétanque. Voilà. On joue et après un bon coup, voilà, c'est normal. T'es pas obligé de boire de l'alcool par contre, hein, tu peux boire autre chose. Hein. On joue aux boules à Marseille depuis des siècles. Ce sont les Romains, durant l'Antiquité, qui ont introduit des jeux de boules dans la région. Au XIXe siècle, se développe le jeu provençal. Les joueurs doivent courir et lancer leurs boules. En 1910, à La Ciotat, un joueur blessé ne pouvant plus courir tanqua son pied dans un cercle avant de tirer. Le pied tanké devient une expression, pétanque. Au XXe siècle, ce jeu populaire se propage très vite dans le sud de la France. La fièvre de la pétanque gagne ensuite le nord de l'Hexagone. La grande histoire de la pétanque, on la connaît par cœur derrière les murs de la Boule Bleue. Dans cette petite usine, on fabrique des boules de compétition sur mesure depuis une centaine d'années. Hervé Rofritsch, comme son arrière-grand-père, pose un regard d'expert sur chacune des boules de pétanque qui sortent de l'usine. Là, je vérifie que c'est le bon diamètre, 73, parfait. Il faut que les boules soient le plus près possible du diamètre annoncé. Pour la sphéricité aussi, là, petit contrôle qualité de l'équilibrage des boules. 45 000 boules de pétanque sortent tous les ans de l'usine d'Hervé. Ça va, Laurent? La température du four est bonne? Ouais. Tout part d'une galette de métal façonnée en forme de boule qui est ensuite poncée, puis passée au four avant d'être plongée dans un bain durcisseur. Pour Hervé, fabriquer des boules de pétanque, c'est comme confectionner des objets fétiches que les joueurs garderont toute leur vie. Les boules, pour les boulistes, c'est plus qu'un matériel de sport, c'est un outil de travail. Mais aussi, vu que des boules sont toujours faites sur mesure, personnalisées, eh ben, les boules prennent une valeur affective incroyable. Les boules de pétanque, les Marseillais en sont fous. Tellement fous que c'est dans la cité phocéenne que se tient chaque été depuis 55 ans la Marseillaise, la plus grande compétition de pétanque au monde. On peut commencer? Ouais. Allez, on fait la pièce. Pour Yves Ours, l'événement est incontournable. Il vient ici chaque année pour défier les boulistes les plus talentueux du moment. C'est pile. Allez. Il y a 3904 équipes en tout. Donc on multiplie par 3, vous n'avez qu'à comprendre, c'est presque 12 000 joueurs. C'est énorme. En plus c'est chez nous, donc voilà. Ça vient maintenant, ça vient jouer du monde entier. L'année dernière, il y avait la Chine, il y avait des Australiens, il y avait des Hollandais. C'est magnifique comme compétition. La compétition, la Marseillaise, dure une semaine et envahit les parcs et les jardins de la ville. Des meilleurs mondiaux jusqu'aux amateurs, chacun fixe ses propres objectifs. Ah ben l'enjeu, oui, c'est d'arriver au moins jusqu'à ce soir pour pouvoir passer une belle journée. Voilà. Jouer à la pétanque, ce n'est pas qu'un cliché dans la cité phocéenne.
Elle fait battre le cœur des Marseillais qui comptent sur la petite boule en métal pour se défier, créer des amitiés et pour laisser le temps rouler tranquillement. Excellent! J'adore le camion. La boîte à sardines. Exact, tu l'avais pas vu. Comment tu vas? Ça va Fabien et toi? Et toi? Super. Bien, ça va? Ouais, super. Pareil. Je me suis régalé. Bah, je vais essayer de te faire continuer à te régaler. Ouais. Ouais, on va essayer de faire un petit crochet chez Fabio, donc le fromager, la mozzarella que tu as goûté. D'accord, ok. Voilà, ben on va chez lui, on va le voir faire la mozzarella. Voilà, génial. La mozzarella et la burrata, tu vas voir ça en direct. Vu ça me plaît. Voilà. Bonjour. Ça va Milan? T'es en forme? Ce petit bouchon. Bonjour. Ça va Fabio gros? Je peux rentrer? Attends, mets-toi la Charlotte. Oui, les bottes. Allez, prêt à aller affronter la mozzarella. Bonjour. Bravo. Et toi? Ouais. Bonjour, Jérôme. Jérôme, Fabio, Jérôme. Enchanté. Voilà. Monsieur Mozzarella. Voilà. D'après ce que j'ai compris. Alors j'ai une petite question, Fabio. De prime abord, les Bouches-du-Rhône ne sont pas forcément une région sur laquelle on imaginerait des gens faire de la mozzarella. Comment se fait-il que tu fasses ça ici, toi? Bah, c'est vrai, c'était un peu une aventure quand je me suis lancé. Il n'y avait pas grand monde qui le faisait déjà. Excuse-moi. Attention, elle est bouillante. Hein. Et du coup, bon, bah, il y a quand même une demande, parce qu'il y a une grosse communauté italienne, de génération. Voilà. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, si je trouve le lait qui est pas loin et qui est comme je voudrais, c'est-à-dire de qualité, d'accord, on y va. Sinon, je fais rien. Au final, on n'a pas grand-chose dans les Bouches-du-Rhône au niveau du lait, mais on a quand même un lait exceptionnel, parce que celui-là, il est exceptionnel. Si on veut, la burrata, ça devient... À la base, c'est un produit des pauvres. La burrata, c'est cette mozzarella qui est beaucoup plus tendre au cœur. Voilà, mais à la base, c'est un produit des pauvres. C'est-à-dire, c'était une pâte recyclée d'une mozza très noble qui avait, avait fait son cours de vieillesse. Et une fois qu'elle était plus bonne pour mettre sur les bancs de vente, on l'a déchirée. Et après, on mélange avec cette crème que j'ai récupérée. Mais surtout qu'on n'imagine pas que c'est fait comme ça. Bon, pour l'instant, c'est la meilleure que j'ai trouvée. Jamais j'aurais imaginé que c'était fait comme ça. Je trouve ça trop beau quand même. Le mec, il part du lait quand même. Regarde ce qu'il arrive à te faire. C'est trop bon. C'est beau, c'est bon. Tu vas goûter? Ça, c'est top, ça. Mange. Merci. Pas mal, non? Très, très bon. Ciao. Ça va. Merci en tout cas. Un grand merci Fabio. Bah, merci à toi. Et bravo. Je me suis régalé. Et ben un jour on se verra à Paris peut-être. Avec grand plaisir. Bon, est-ce que tu as l'estomac vide? Oui, toujours une petite place, ça dépend pourquoi. Bon, ben on va faire de la sardinade. Hein? Ça fait de la sardine? C'est ça, on fait griller les sardines. Excellent. Voilà. Là, on vient de passer Carrie. Là, tu es en plein. Voilà, tu es sur la côte bleue, quoi. D'accord, voilà. Toujours. C'est ce qu'on appelle la côte bleue. Regarde là, si tu regardes bien, au fond là-bas, tu devrais voir en théorie, voilà, parce qu'on la voit de partout, la bonne mer. Ah, en effet, on voit bien Marseille d'ici, t'as raison. Tu la vois bien, tu la vois là derrière? Ok, très bien, Voilà. Je venais ici quand j'étais petit, régulièrement. Tu venais quoi, pêcher? Tu venais baigner? Baigner, pêcher. Bah, je crois que je sais pas me baigner sans pêcher, donc ah oui? je me mets dans les rochers, j'essaie de faire des favouilles, une canne, j'essaye toujours de... Les favouilles, c'est quoi les favouilles? Favouilles, c'est les petits crabes verts. Ah oui, d'accord. C'est le petit crabe, c'est la favouille d'ici. Ah oui, donc dans les rochers, tu pêches à pied? Ouais. Ok. Oh, il y a beaucoup de monde là. Ah ben ouais, c'est sympa. Attends, je vais passer là.
C'est une espèce de petite kermesse. Ouais, bah, c'est le principe de la sardinade. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? T'es en forme? Ça va, ça va. Bienvenue Jérôme. Ouais, ça va? Salut. Toi, vous allez bien? Ça va? Ouais, tu ne connaissais pas le principe de la sardinade, ça réunit beaucoup de monde là. Ouais. Là, on a à peu près 400 places assises et on remplit tous les soirs quasiment. Super. Comment ça a commencé cette sardinade? C'est quoi l'idée? Alors, les sardinades à Martigues, ça a commencé en 1985. D'ailleurs, l'année dernière, on a fêté les 30 ans. Et donc, en fait, à la base, c'était le surplus de pêche de sardines qui a été distribué à la population en échange d'un verre de vin à 1 euro. Voilà. Le vin de Saint-Julien, le vin de Martigues, qui est très bon aussi. Super. Je vous remercie. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Sardinade. Allez. Tu sais les manger ou pas? Je vais te montrer comment on les mange pour que tu fasses. Technique? Ouais. Allez. On fasse comme si tu étais du cru d'ici. D'accord? Ouais. Attends ça, tu rends le filet. Et après tu la t'arrêtes. D'accord, la reste centrale, elle reste. Ça va tout seul. D'accord, ça marche. Laisse tout seul. Si tu veux, tu peux mettre un peu de citron aussi, on te rejoint pareil comme ça. Ouais, vraiment un petit air de vacances avec les sardines. Ça, c'était un vrai plaisir pour moi. Donc, je voulais t'en remercier. Le plaisir était partagé. J'ai, comme on dit, je me suis régalé. Et pas seulement en mangeant les spécialités, parce que je me suis régalé aussi avec tous ceux qui m'ont accompagné. Et j'aime bien aimer la truculence marseillaise, cette gouaille que vous avez ici. Il y a beaucoup de générosité, donc je pense notamment à Didier, voilà, et le bar des Goudes là-bas, et tous ses camarades. Et puis, un petit coucou spécial notamment à Lionel, qui est quand même un personnage assez impressionnant. Voilà, j'en ai pris plein les yeux, là. L'acrobate du plongeon, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et puis le cadre était somptueux. Donc voilà, j'espère que vous avez partagé ce moment et apprécié ce moment autant que moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Au plaisir de vous retrouver avec modération à la boîte à sardines et à la Côte Bleue à Marseille. Ouais, bah alors échappée belle. Échappée belle. Allez, santé. Santé.